Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé, cette émission qui vous est dédiée, à la santé et au bien-être de toute la famille. On a tous une phobie de quelque chose, phobie sociale, de la foule, des pieds, des clowns, de l'avion, des trous, des bêtes et bien d'autres. Donc elles sont nombreuses et se caractérisent par une peur incontrôlée et excessive de certains objets et de certaines situations. Elle s'inscrit dans la catégorie des troubles anxieux. Contrairement à l'anxiété généralisée, la phobie se déclenche en présence d'un objet spécifique. La personne phobique réalise que sa peur est excessive et irrationnelle, mais elle ne peut pas résister au besoin de l'éviter. La phobie devient grave lorsqu'elle oblige la personne à toucher l'objet qu'elle ne désire pas. Donc pour faire le point, nous sommes accompagnés de docteur Franck Paromna, qui est docteur en psychopathologie et psychologie clinique, qui est avec nous pour nous éclairer sur les symptômes d'une phobie et comment l'expliquer et comment la surmonter. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Très bien. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Donc aujourd'hui, on va parler de la phobie, quand la phobie s'empare du corps. Donc avant ça, on va connaître un peu votre métier, en quoi ça consiste exactement, docteur. Merci. D'abord, je suis psychologue. La psychologie, elle peut être définie d'une manière très simple. C'est la science qui étudie ou prédit le comportement. Donc là où il y a comportement, c'est qu'il y a la psychologie. Donc d'une manière très simple. Mais moi, je suis psychopathologue et psychologue clinicien. Cela veut dire que je peux évaluer, je peux expliquer un trouble, je peux diagnostiquer et je peux accompagner. Donc la psychopathologie, c'est quoi la différence entre les deux? Il y a une petite différence entre la psychopathologie et psychologie clinique. La psychopathologie, c'est d'arriver à expliquer d'une manière simple et logique d'où vient le trouble, comment ça évolue et comment ça peut se terminer. Par contre, la psychologie clinique consiste à évaluer, à diagnostiquer également et à accompagner. Donc il y a une petite différence entre les deux. C'est beaucoup plus la psychologie clinique est beaucoup plus dans les évaluations des troubles. Parce qu'il n'est pas sans savoir qu'il y a des outils de mesure, parce que la psychologie, c'est pas de charlater, c'est pas de voir ça et de dur. Il y a des outils de mesure, des outils psychométriques qui nous permettent d'évaluer pour dire que quand le score est comme ça, cela veut dire qu'il y a ça. Quand le score est comme ça, en deçà c'est ça, en delà, au-delà c'est ça. Donc, et vous évoluez ça comment? Non, pas les outils. Oui, mais par les outils justement, comment vous évaluez ça? Oui, par exemple, je peux dire il y a des tests. D'accord, ok. Donc, des tests qu'on fait passer à l'individu et on décèle exactement ce qu'il y a. Il y a aussi des échelles, donc il y a des petits différents entre tests et échelles. D'accord. Aujourd'hui, on a pris comme thématique la phobie. Et mais j'ai un peu effleuré la définition, mais expliquez-nous vraiment par les mots de médecin, qu'est-ce que c'est qu'une phobie exactement, docteur? La phobie peut être définie d'une manière très simple. C'est la peur irrationnelle d'une situation ou bien d'un objet. Je peux réexpliquer. On parle de phobie dès qu'il y a une situation qui en réalité ne fait pas mal ou bien dont on ne doit pas en réalité avoir peur. Parfois la personne se rend compte qu'en réalité je ne devais pas avoir peur de cette situation. Donc, et la personne n'arrive pas à expliquer pourquoi elle a peur de la situation ou bien de l'objet. Donc ça fait partie des troubles psychologiques classés dans le domaine de l'anxiété. Mais justement, qu'est-ce qui provoque ça? Comment ça se passe? Est-ce qu'on voit un objet? Comment ça envahit le corps? Ça se passe comment ça? Généralement, ça remonte très loin. Ça commence généralement entre 3 ans et 18 ans. C'est l'âge moyen que les troubles phobiques commencent. Les causes peuvent être multiples. Les causes peuvent être très multiples. Mais il y a des
phobies où il n'y a même pas de traumatisme et on ne sait pas pourquoi cela s'est installé. Donc les causes vraiment peuvent être vraiment multiples. Cela veut dire qu'un traumatisme enfoui, par exemple, peut plus tard entraîner une phobie, ou bien une situation peut entraîner plus tard une phobie. Donc il y a des phobies qu'on ne peut pas expliquer, et il y a aussi des phobies qu'on peut expliquer. Mais si ça arrive aussitôt, comme vous le dites à l'âge de 3 ans par exemple, vous savez, lorsqu'on est petit, on nous fait peur avec des objets, on nous raconte des histoires, peut-être que c'est ça qui reste dans la tête, non? Non, généralement quand ça apparaît, ça prend du temps avant de se généraliser. Oui. Et si la situation, par exemple quand je parle de 3 ans, avant 3 ans, l'enfant ne connaît pas qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux. Donc c'est tout à fait normal que l'enfant ait peur de tout ce qu'on le présente. Et si cet enfant on présente quelque chose que c'est dangereux, et effectivement la société dit, ou bien son entourage dit c'est dangereux, c'est normal que l'enfant ait peur. Donc jusque-là, ce n'est pas encore une pathologie. Ça devient pathologique du moment où l'enfant même sait qu'en réalité, ce n'est pas dangereux. En réalité, la personne sait que ce n'est pas dangereux, mais la personne a peur. Ah oui. Donc il y a une conscience que la personne sait que la situation là normale ne devait même pas me faire peur. Mais j'ai peur. J'ai peur. Oui. Si je te présente un lion, tu feras comment? Ah oui, non, là c'est autre chose. Ça, on sait que c'est très dangereux. C'est très dangereux, donc c'est normal d'avoir peur. C'est autre chose. Alors ça, personne ne restera dans le studio ici. Effectivement. Je donne encore un autre exemple. Je te présente une poule avec ses poussins. Comment réagit la poule? Bah, la poule protège ses poussins. Donc la poule peut être agressive. Oui. Donc normalement, je peux avoir peur. Et elle peut, on dit généralement qu'elle peut t'enlever l'œil tout de suite si tu ne sais pas faire. Donc c'est normal que j'ai peur. Là, ce n'est pas une phobie. C'est pas une phobie. Il y a une situation de danger. Ok. Oui. Ah Mais oui, on parle de phobie quand il n'y a pas une situation de danger. En réalité, il n'y a pas de danger. Oui, mais parce qu'on dit que les gens, souvent, ils ont peur que ce soit de l'avion, que ce soit des araignées ou les serpents. Mais c'est aussi dangereux. Bon, l'araignée, peut-être pas, mais le serpent, tout ça, oui, c'est un peu dangereux. Ou la peur de l'avion, même. Le serpent, si je te présente un mamba vert, le serpent, il est dangereux. Oui. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une phobie. Je sais que c'est un élément très dangereux. Donc, si ce serpent-là me mord, c'est normal que je trépasse. Et l'araignée? La peur, c'est normal. C'est quelque chose qu'on a mis en nous pour pouvoir nous défendre dans les situations. Donc, l'araignée, on ne doit pas avoir peur de l'araignée parce que c'est vrai qu'il y a dans certains pays, il y a certaines araignées qui sont très dangereuses. Oui. Mais les araignées que nous avons tout autour de nous, bon, normalement, ils ne sont pas très dangereux. Malgré que ces araignées sécrètent des toxines, mais ils ne sont pas aussi si dangereux comme on le pense. Oui. Mais la peur devient, dès que la personne trouve l'araignée dans la chambre, la personne risque de courir, dit je ne rentre plus, il y en a. Donc la peur est en ce moment très excessive par rapport à l'objet. Donc on peut dire en ce moment qu'il y a une phobie qui s'est installée. Oui, c'est que la peur, on évalue comme ça, que c'est la peur qui est plus élevée que la situation même. Donc on parle de l'anxiété que ressent une personne atteinte d'une phobie, peut-être se manifeste aussi de la même manière, non? Oui. La personne peut commencer par transpirer, il peut commencer par avoir le cœur qui bat, il peut se sentir paralysé, ainsi de suite. Il peut avoir des idées bizarres dans la tête, donc ça peut arriver comme ça. Et une conduite irrationnelle, c'est pareil? Une conduite irrationnelle, parce que la personne peut être très paniquée. Parce que face à la phobie, la personne peut faire les attaques de panique, faire des scènes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça peut aller plus loin que ça, parce que si avec cette peur qui nous envahit, on peut faire une crise cardiaque. Oui, ça peut aller plus loin face à la situation. Oui. Parce que quand la personne dit j'ai peur, tu continues, à un moment donné, la personne peut être tétanisée, donc c'est normal. Ça peut aller plus loin. Ça peut même perturber carrément toute la vie de la personne. Supposons que c'est un enfant, ça peut aussi le perturber sur le plan scolaire, ainsi de suite. Il peut devenir timide, ça peut paralyser toute la vie de la personne, quoi. Oui. Mais est-ce que c'est héréditaire, ça? Non, moi je n'ai pas d'études qui parlent que c'est une maladie héréditaire. Donc c'est propre à chacun. Ça peut être propre à chacun, ça peut être propre à la situation. Ouais. Quand nous parlons de phobie, il faut noter qu'il y a plusieurs phobies. Il y en a qui ont la phobie d'aller au lit. Ah bon? Oui, il y en a qui ont la phobie de se marier. Ça arrive.
Il y en a qui ont la phobie peut-être de manger. Ça arrive. Ah bon, mais à ce point-là, Oui, oui. de manger. En fait, la peur, enfin, ça. Comment vous dire ça? Comment vous le posez la question? Cette peur que les gens ressentent. Donc, attends, peur de manger, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ces Peur personnes-là sont conscients quand même que Ils ça. sont conscients. Oui, J'ai dit d'abord, il faut une conscience. mais malgré ça, c'est là. C'est là. Waouh. Ça commence, ça dit, la personne te dit, j'ai peur du public. En réalité, ce public n'est pas dangereux, mais j'ai peur. Il y a quand même une conscience. Mais si je sais que c'est dangereux, c'est normal que j'ai peur. Ça, c'est des mécanismes de défense, ça, c'est normal. Mais quelqu'un qui, en face d'une situation dangereuse, n'a pas peur, c'est que la personne même est malade. Oui, Après, ouais, dans l'autre sens, ça peut. Ça, c'est les Superman, ça. Ça, c'est les Superman. Et ces phobies peuvent-elles aggraver la santé de la personne? Oui, la phobie peut vraiment aggraver la santé de la personne. Par exemple, même perturber toute sa vie sociale et professionnelle. Par exemple, c'est une personne qui a peur du public. C'est un enfant qui a peur du public. Du coup, cet enfant, quand il ira à l'école chaque jour, l'enfant va se sentir tétanisé. Donc, Devant ses camarades. devant ses camarades, on risque de le traiter de paresseux. Il peut commencer, par exemple, par faire les corps missionnaires. Il peut refuser d'aller à l'école. Il peut développer autre maladie pour pouvoir s'échapper à la situation. Ça peut nous rendre aussi dépendants parce que quand on est en situation de phobie, peut-être on peut avoir des mécanismes de contournement. Peut-être on peut te dire, tu sais, ça peut nous amener même à la drogue. Hein. Ah bon? Oui, parce que j'ai souvent peur de la situation. Ok, quelqu'un te conseille si tu veux vraiment surmonter, prends ça, ça peut aller. Donc, on peut devenir dépendant de beaucoup de situations. Et ça peut tôt ou tard aggraver des situations, entraîner même certaines maladies psychosomatiques. Parce que face à la situation, à un moment donné, pour pouvoir se défendre, c'est des maladies que la personne va présenter. Et ça, c'est clair, quoi. Parce que la personne ne peut pas te dire, tu sais quoi, j'ai peur de ça. Mais quand la personne va dans cette situation, la personne peut commencer par déplacer la situation en te disant que oui, j'ai peur, je souffre de ceci, j'ai ceci. Et ça peut entraîner même l'absentéisme au service ou bien à l'école. Ah oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte puisque les gens qui ont donc des phobies chroniques, on peut dire, puisque ces personnes-là, c'est vrai que ça perturbe tout. Parce que déjà, avoir peur du public, c'est pas possible, puisque c'est des gens qu'on rencontre tout le temps dans la rue. Alors j'imagine déjà dans leur tête ce qui se passe quand ils sortent de chez eux, quoi. De chez eux. Parfois, j'ai une fois rencontré une personne, il dit, quand je vois les gens, j'ai envie de courir. Je n'ai pas envie de sortir. Tu vois, et quand je sors, c'est comme un danger veut m'arriver. Tu vois, donc du coup, la personne peut se cloîtrer chez elle, et ainsi de suite. Puis se renfermer, et puis comme vous dites, après ça crée encore autre chose, d'autodépression, et ça va encore plus loin, quoi. Oui, oui. Et justement, comment on arrive à surmonter ça, hein, docteur? D'après les études, 50% des phobies disparaissent d'eux-mêmes. D'accord. 50% des personnes qui souffrent de la phobie, à un moment donné, ça part d'eux-mêmes. Mais avec un accompagnement? Parfois, sans accompagnement, ça disparaît. Mais parfois, on accompagne avec la chimiothérapie pour que la personne puisse faire face à la situation. Ça, c'est juste pour faire face à la situation, mais le problème de fond n'est pas réglé. Donc, faut confronter la personne à... Oh là là. Attention, là aussi, il faut faire très attention parce que si tu dis que tu veux le confronter à la situation, la personne peut trépasser, hein, parce que tu ne connais pas sa capacité de résistance. Donc, tout se mesure. Certaines personnes, ok, à un moment donné, ils ont décidé. C'est la personne même qui décide, ok, sous le fait de la colère, dit je vais l'affronter. Oui. Et la personne même décide d'affronter et ça passe. Donc, une fois que c'est fait, ça y est. Mais on ne peut pas prescrire ça. Il faut que ça vienne vraiment de la personne qui décide que, ok, c'est comme vous avez des soucis avec une personne, à un moment donné, dit, ok, je vais l'affronter. Oui. Et généralement, la personne affronte. Et bon, et ça disparaît d'eux-mêmes. Parfois, c'est une exposition. Ça, c'est en psychothérapie. C'est une exposition vraiment progressive. On crée d'abord la situation en image de la personne. Oui. Dans sa tête, la personne crée ça. Et la personne n'est pas en face de la situation. Et petit à petit, la personne arrive à faire face.
Parfois aussi, la personne se trouve dans une situation où elle est obligée de traiter avec la situation. Oui, parce que parce que ces gens-là, comme on disait tout à l'heure, qui ont peur du public, mais tu es obligé de sortir de chez toi pour affronter l'extérieur, hein. Donc forcément, tu seras emmené à avoir des personnes autour de toi. Mais et ça revient après. Oui, oui, mais la personne peut s'éclipser. Et la personne peut toujours donner des arguments. La personne peut démissionner. Ah oui. Oui. Mais une fois la personne, c'est-à-dire vous le faites avec l'accompagnement, vous le faites affronter la situation, cette personne-là peut ou ne pas redevenir. Oui, la prise en charge psychologique dans ces situations est une prise en charge par cas. Hmm. Parce qu'il faut réellement arriver à voir qu'est-ce qui pourrait conduire cette personne-là dans cette situation phobique. Si on arrive à découvrir ce qui l'a conduit dans cette situation phobique, c'est en fonction de ça qu'on va mettre une thérapie pour pouvoir mieux l'accompagner. Pour mieux l'accompagner. Donc, les prises en charge, c'est vraiment par cas. Ok. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous. Merci.